Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est un épisode pas comme les autres. En collaboration avec AgriWeb TV, la chaîne dédiée à l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, je lance la série Les Cafés Fermiers. Comme son nom l'indique, je pars dans les fermes prendre le café avec les agriculteurs. J'arrive avec ma table, 2 chaises, mon thermos et c'est parti pour une discussion sans filtre avec ces personnalités hors du commun. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre chez Emmeline, maraîchère bio située à Labesco, au sud de la Gironde. Alors qu'elle travaillait depuis 7 ans à Paris au sein de la fondation Nicolas Hulot, Emmeline a trouvé que son métier n'avait pas un impact assez concret sur la transition écologique et agricole. Elle a alors pris son courage à deux mains pour se reconvertir et devenir maraîchère. Mais avant de partir à sa rencontre, sachez que si vous allez sur le site agriweb.tv, vous pourrez trouver une courte vidéo de notre interview pour que vous puissiez mettre un visage sur une voix et découvrir les images de son exploitation. Allez, assez tardé, partons prendre le café avec Emmeline. Bonjour Emmeline. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation. Je vais Avec démarrer plaisir. par la première question. Est-ce que tu veux un thé ou un café? Un thé avec plaisir. Allez, je t'ai fait un petit verveine citron miel. Oh parfait. Tu m'en diras des avec nouvelles. la fraîcheur et tout là, ça va être juste le thé parfait. Alors dans la lignée, à quelle heure tu prends ton premier café le matin? En fait pas avant la pause de 10h parce qu'on commence à 8h en ce moment dans les champs. Donc je me lève et le matin j'ai plutôt me faire un thé justement chez moi, tranquillou. Et après à la pause avec les collègues, je me fais mon premier petit café de la journée. Ok. Et le premier thé le matin, tu es dans quel état d'esprit quand tu le prends? Tu es du genre réveillé, pas réveillé, optimiste sur la journée? J'aime bien prendre un peu mon temps le matin. J'ai mes chats qui sont là, il est sur mes genoux, donc je regarde les champs, la température qu'il fait à peu près dehors et voilà, je suis tranquille et c'est le réveil en douceur. Top. Et Ouais. après, ta journée type, c'est quoi? Et donc on arrive à 8h le matin. En fait, on a une répartition en fonction des points des journées de livraison. Donc le lundi, mardi, on va avoir pas mal de récoltes, préparation de commandes, le jeudi aussi. Et le mercredi, vendredi, c'est plus des journées pour tout ce qui va être plantation, désherbage, entretien des cultures. Voilà, c'est assez bien rythmé. Et puis de temps en temps, le week-end, un marché. Mais on arrive à ne pas travailler sinon le week-end. Magnifique, c'est rare pour des agriculteurs. On en parlera de Ouais. ton association avec David. Je te propose de rentrer dans la première rubrique qui est Raconte-nous ta ferme. Ok. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous dire où c'est qu'on est là Et donc installé là, on est dans la serre 1 des jardins de la Porte. Alors comme son nom ne l'indique pas, c'est la deuxième serre que David a installée, pas la première. Et donc là, ça y est, c'est toutes les cultures pour le printemps prochain. Il y a les carottes qu'on a semées, les petits pois et après les salades et les blettes qu'on va avoir pour le courant de l'hiver. Donc c'est une serre où on a de la chance d'avoir un sol assez sableux. Et c'est une terre parfaite pour le maraîchage. Parce qu'on est proche des Landes ou... En fait, étonnamment, sur tout le terrain, c'est le seul endroit où on a ça. Mais historiquement, les gens devaient avoir leur potager. Ils ont sûrement pas mal amendé avec du fumier. Et on a une terre qui est vraiment parfaite. Donc c'est un peu de notre terre chouchoute, mais du coup qui est aussi bien appréciée des rongeurs pendant l'été. Bon. Ah, Mais voilà. Non, dommage. Donc, Tu pourrais nous décrire ton exploitation, votre activité, Oui. quel type de légumes vous faites? Donc en fait, David, il a acheté ce terrain courant début 2017 et il y a 2 hectares en tout. Donc on a à peu près 7000 mètres carrés qui sont cultivés et dans cette surface cultivée, on a 1300 mètres carrés de serre. Donc on fait ce qu'on appelle du maraîchage diversifié. On est certifié en agriculture biologique et nous on travaille selon les techniques du maraîchage sur sol vivant. Et donc vraiment le sol, les vers de terre et toute la vie du sol, ce sont nos enfants, nos petits bijoux qu'on chouchoute. On ne va pas labourer en profondeur, on va apporter de la matière organique dans les sols. Et vraiment voilà, on va faire en sorte que le sol soit vivant pour que les plantes se nourrissent dedans. Et on ne va pas venir en infirmière, venir perfuser les plantes. C'est vraiment le sol qui fait ce rôle nourricier pour nos plantes.
aussi dans cette idée de diversification et d'intégrer le maraîchage dans un écosystème. David, quand il s'est installé, il a planté une 50aine d'arbres fruitiers. Donc pour à la fois créer un paysage agréable, pour avoir des fruits à terme. Ça a créé aussi des zones pour répartir les vents. Ça va limiter les vents forts parce que l'ouest est de ce côté, donc on a les vents forts d'ouest. Donc ça va être bien à terme avec les arbres d'avoir un peu un microclimat. Ça attire les oiseaux qui vont manger les insectes et les chenilles qui viennent sur nos choux. Donc l'idée c'est vraiment de recréer un écosystème et que les équilibres naturels se refassent. On intervient un peu au début, mais l'idée ensuite c'est de laisser faire les choses. Ouais. C'est de mettre en place un cercle vertueux finalement. Oui. Mais ça demande de penser son exploitation à moyen, long terme et pas à rendement court terme, j'imagine. Et puis deux, ça demande du temps aussi de travail. De la patience. De toute façon, quand on se lance à travailler en agriculture, ça nous apprend l'humilité et l'apprentissage du temps, de la patience, de l'observation. Clairement, c'est sûr que David, lui, dès le début, il savait qu'il voulait implanter des arbres fruitiers. Donc, il a réfléchi à comment mettre mes arbres en harmonie avec le maraîchage pour que ça soit aussi pratique de cultiver. L'idée, ce ne soit pas que ça devienne une contrainte de mettre des arbres. Il faut vraiment le penser. Comme quand on construit une maison, où est-ce qu'on va mettre les portes, les fenêtres, la sortie de secours. Quand on aménage un espace maraîcher et qu'on veut vraiment que ça soit un lieu vivant intégré dans son écosystème, il faut tout penser dès le début. C'est plus compliqué sinon après de rajouter. Puis vu que l'arbre, ça prend énormément de temps, c'est vrai que c'est bien de le savoir dès le début. Comme ça, d'ici peut-être encore 2-3 ans, on commencera à avoir une production en fruitier. Ça a été quoi le déclic pour toi de rejoindre cette exploitation? Tu as un parcours de vie plutôt atypique pour une installée. Tu peux nous raconter? Moi, j'ai grandi à la campagne, dans la campagne vosgienne, donc j'ai quand même toujours été habituée à être dans la nature, dans un environnement. Alors je vivais pas dans une ferme, je suis pas issue d'une famille agricole, mais on a toujours mon village, il y avait beaucoup d'agriculteurs et puis je passais mon temps dehors, quoi. Même toutes les activités sportives au collège, on faisait la course d'orientation en forêt. Et depuis toute petite, mon rêve, c'était d'être vétérinaire, de m'occuper des animaux. Donc j'ai vraiment travaillé à l'école dans cette optique d'être vétérinaire. Et au final, après classe prépa, agro et véto, j'ai pas eu les notes suffisantes pour aller en école vétérinaire, mais j'avais la possibilité d'aller en école d'agronomie. Donc je savais pas trop ce que j'allais y faire. On me parlait d'agromanagement, de marketing, de conseiller phyto. Enfin voilà, ça me parlait pas trop, mais je m'étais dit bon, j'arriverais bien à m'y retrouver un moment. Autant aller en école d'agronomie, puis ça me permettait de voyager un peu parce que j'avais toujours été en Lorraine pour mes études. Donc là, j'ai fait Cap Sud-Ouest, Toulouse. Changement de vie. Très bon choix. J'ai fait mon école de commerce là-bas. Ah voilà, et j'ai adoré la vie toulousaine. Ouais. Et bref, et rapidement en école d'agronomie, je me suis dit moi je voudrais pas bosser dans l'agroalimentaire ou en banque. Donc je cherchais un peu comment j'allais pouvoir mettre à profit ces années et m'y retrouver. Et dès la première année, en fait, on doit faire un stage en exploitation agricole parce qu'ils nous disent avec intelligence, même si vous ne serez pas agriculteur, vous allez peut-être les conseiller ou vendre leurs produits. Donc, il faut que vous compreniez le métier. Donc, ils nous envoient un stage terrain. Et moi, un peu par opportunisme, je suis remontée dans les Vosges pour retourner un peu voir ma mère quand même. Qui était loin. Voilà. Et je suis allée chez un éleveur laitier bio. Ils étaient éleveurs laitiers depuis de génération en génération. Lui, il était en agriculture biologique depuis les années 92, donc il était un peu dans les pionniers. Hyper engagé, il a été président de la Fédération nationale d'agriculture biologique. Il a été élu régional à l'agriculture. Enfin, quelqu'un de passionné, passionnant, qui m'a montré un peu un autre visage de l'agriculture. Quel rôle ça pouvait avoir dans la vie du territoire, dans le paysage, dans le lien social, dans la construction d'une politique publique et de la vie d'une collectivité. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça, agriculteur, ça peut vraiment être hyper intéressant. Et déjà, ça avait mis une petite graine dans ma tête. Et puis, étant diplômée, pour des raisons sentimentales, je suis arrivée à Paris, comme beaucoup de jeunes diplômés, parce qu'à Paris, tout est possible. Sauf que j'avais du mal à trouver du boulot qui ait du sens parce que même si j'avais pas encore cette conscience vraiment écologique, j'avais quand même envie de travailler
en lien avec la biodiversité, l'environnement. Et au final, j'ai découvert le service civique et la Fondation Nicolas Hulot en cherchait plein. Je ne connaissais pas trop la fondation à part Nicolas Hulot et Ushuaïa. Je m'étais dit, bon, on verra bien ce qu'ils font, ça avait l'air sympa. Et puis voilà, c'était soit un service civique à la Fondation Nicolas Hulot, soit un contrat service après-vente à la FNAC, parce que je trouvais tellement rien que j'étais prête à faire ça. Donc je me suis dit non, ça sera quand même mieux d'aller à la Fondation Nicolas Hulot, même si c'est moins bien payé. Et voilà, j'ai mis un pied dans le monde des ONG parisiennes et c'était juste incroyable parce que le deuxième jour, je rencontrais le WWF, la Ligue pour la protection des oiseaux, la Fondation Yves Rocher, enfin voilà, toutes ces grandes ONG qui œuvrent pour la biodiversité en France. Moi, petite service civique, j'arrivais dans ce milieu-là. Mais au bout de 7 ans, à voir les gens faire, à les soutenir, à les accompagner, à les aider à développer leurs projets, je me disais, mais moi, je fais quoi vraiment ? Oui, c'est satisfaisant de les aider, hyper motivant, stimulant de les voir. Mais moi, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour et de plus faire assez, quoi. Et là, j'ai vu le documentaire Demain, en avril 2016, et ça a été le déclic. Enfin, je l'ai vu une première fois avec une collègue. Et puis, je suis allée le revoir avec mon compagnon de l'époque. Et en sortant, il me dit, mais on est tous les deux ingénieurs agro. On en a marre de nos boulots. On veut pouvoir travailler ensemble. Mais pourquoi on ne se lance pas dans le maraîchage, quoi ? Alors, dans l'agriculture, au début, le maraîchage, ça n'a pas été l'évidence. C'était ma question. Est-ce que c'était évident pour toi ou est-ce qu'il y a eu d'autres options ? En fait, moi qui voulais être vétérinaire, qui avait fait des stages en élevage, mon compagnon de l'époque avait aussi fait un stage en élevage. On s'était tous les deux intéressés à l'élevage. Moi, j'aimais ce côté aussi transformation du fromage. Mais bon, là, on s'est posé, on s'est dit... Lui, il avait eu des grands-parents agriculteurs, mais voilà, la ferme était vendue. On s'est dit, on n'est pas issu du milieu agricole, on n'a pas d'élevage à reprendre. C'est quand même lourd en investissement, en responsabilité. Peut-être qu'on peut commencer par quelque chose de plus abordable. Et ensuite, on verra petit à petit d'étoffer, de diversifier. Et donc, on s'est dit, le maraîchage, c'est peut-être plus simple. Enfin, en tout cas, c'est moins d'investissement. C'est plus abordable, mais je ne sais pas si c'est plus simple. Ouais. Et puis, en termes de responsabilité, voilà, on se disait, enfin, moi surtout, je me disais, si jamais la reconversion ne marche pas, ça sera dur de laisser des légumes mourir. Enfin, je les vendrai ou je les donnerai aux copains, mais quand tu as un troupeau derrière à assumer, enfin, voilà, je trouvais qu'en responsabilité, c'était plus dur, quoi. Donc voilà, moi n'étant pas du tout tempérament d'entrepreneur, qui a toujours été la bonne exécutante salariée, ça me faisait un peu peur cette partie-là. Autant on m'avait dit oui, tu verras, c'est dur le travail de la terre, d'être dans les champs et tout ça, mais moi c'était vraiment la partie entrepreneur, quoi. T'as plus de filet, oui, t'as pas beaucoup de revenus, mais bon. Quand tu es salarié, tu as les congés payés, tu as les arrêts maladie, tu as les RTT, tu as les primes de fin d'année, le CE et tout ça, tu le perds, quoi. Donc c'est ça, moi, qui me faisait peur. Je me disais, bon. Donc avec mon compagnon à l'époque, on s'était dit, moi, je quitte mon emploi qui était moins bien rémunéré que le sien. Ça me permettait de quitter Paris, j'engage la formation, je lui fais des cours du soir. On s'installe et puis petit à petit, il me rejoindra sur l'exploitation parce qu'on voulait vraiment assurer d'avoir un revenu fixe, quoi. Bien sûr. Parce qu'on n'était pas propriétaire, on avait un loyer à payer. Donc il fallait quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre, assurément. J'avais fait ma rupture conventionnelle de la Fondation Nicolas Hulot en septembre. Et ça aussi, c'est un détail administratif, mais c'était aussi quelque chose d'important pour moi. Évidemment, ça permet d'assurer ses arrières. Exactement, et ça c'était vraiment chouette aussi que la directrice de la fondation et mon chef me soutiennent dans mon projet et disent ok, on t'accorde une rupture conventionnelle, parce qu'après ça m'ouvrait mes droits au chômage pour 2 ans, et ça c'est pas négligeable, hein. Donc voilà, grâce à l'acceptation de la rupture conventionnelle, j'ai pu partir en toute sécurité, faire ma formation pendant 6 mois. Et petit revers de la médaille, ça a été quand même un gros chamboulement, quoi, de quitter Paris, de quitter la fondation, d'engager cette reconversion. On imagine. Et du coup, un peu l'effet boule de neige, je me suis séparée de mon compagnon avec qui j'avais le projet. Tu t'es dit autant tout changer de A à Z. Voilà, des fois, il y a besoin de repartir de zéro pour tous ces grands changements. Donc, ça a été une étape aussi assez dure, mais je pense que j'en avais besoin de passer par là pour vraiment reprendre tout à zéro.
Mais du coup, je me suis retrouvée en formation en me disant, mince, mon projet d'installation en couple, je suis toute seule maintenant, qu'est-ce que je fais ? J'avais bien conscience déjà que c'était difficile à faire seule. Ça a remis en cause ta volonté de continuer là-dedans ou... Dans tous les cas, j'avais envie de retravailler au plus proche de l'agriculture et dans l'agriculture bio. Donc je m'étais dit, je fais la formation, je vais faire des stages. J'avais envie de faire une saison pour vraiment comprendre le métier. Et ensuite, je verrai si je peux travailler dans une association de promotion de l'agriculture biologique ou de faire de l'aide à l'installation. Mais je m'étais dit, je le fais comme ça. De toute façon, c'était prévu comme ça. Moi, si derrière je dois aller conseiller des gens, je veux être crédible, je veux comprendre le métier. En étant ingénieur agronome, j'estime qu'on n'est pas crédible à conseiller des agriculteurs quand on sort de 3 ans de formation. Donc voilà, je me suis quand même engagée, j'ai suivi la formation, c'était top. J'ai fait des stages dans différentes structures. Et en voyant la réalité, ça t'a conforté ou parce qu'on t'aurait pu te dire c'est difficile parce que le maraîchage, on va en parler, ouais. C'est un des métiers de l'agriculture qui a l'air le plus dur. Ça t'a pas fait peur ? En fait, moi déjà, je suis quelqu'un d'assez sportive. Je faisais beaucoup d'équitation, beaucoup de footing, donc j'ai aimé avoir un métier où je me dépensais. J'avais passé 7 ans en bureau à Paris, donc j'étais contente d'être dehors, en plein air. Et je suis quelqu'un d'un peu speed aussi, quoi. J'aime toujours faire plein de choses tout le temps. Et donc Aurore, ma patronne, avait vraiment ce rythme-là. Donc j'ai aimé en fait être dans son sillon, dans son dynamisme. Et c'était en plein mois de juillet. Donc au pic de la saison où c'est dur, il fait chaud, on travaille beaucoup. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'interventions à faire sur les légumes, le désherbage. Et elle me dit, bon, ça va, on ne te dégoûte pas trop. Je lui dis, non, en fait, figure-toi que je pense que vraiment, là, je sens que je veux m'installer, quoi. Je suis convaincue d'avoir trouvé ma place, de vouloir faire ça. Maintenant, il faut que je trouve le bon endroit où m'installer. Donc, ouais, non, ça a été finalement assez rapide, quoi. Et du coup, tu rencontres David. Alors il y a une étape avant David parce que du coup, n'étant plus en couple, sachant que je voulais pas m'installer seule, j'étais un peu à l'affût des projets collectifs et j'avais, toujours par l'intermédiaire de la Fondation Nicolas Hulot, en 2015, au moment de la grande conférence pour le climat, j'avais rencontré des vignerons de Bordeaux qui étaient venus sur Paris, très engagés dans la biodiversité, qui ont implanté des vergers dans leurs vignobles. Et en fait, on se recroise et là, ils présentent qu'ils ont eu l'opportunité de racheter une propriété viticole avec des prairies, des bâtiments où ils veulent monter un projet collectif paysan. Voilà, j'ai fini ma formation, je me forme maintenant sur le terrain, mais pourquoi pas ? Et donc en novembre 2018, je me suis présentée aux personnes qui avaient investi dans le projet pour faire ma candidature de maraîchage du terrain. Ça a été accepté. Donc au début, j'avais projeté de m'installer là-bas. Donc j'aurais été seule vraiment sur la partie maraîchage, mais j'étais quand même dans une dynamique collective et c'est ce qui me plaisait. Et puis alors le collectif, ça peut être clairement une force, mais ça peut être aussi des fois d'autres contraintes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Et en fait, je me suis retrouvée confrontée à... On n'arrivait pas à se comprendre sur mes besoins techniques pour produire et eux, leurs attentes, leurs imaginaires de production maraîchage. Ils avaient plus une vision permacole et c'est vrai qu'à chaque fois mes choix techniques étaient remis en compte. Ils trouvaient que les serres en plastique c'était moche. Moi j'avais un vrai besoin d'eau pour irriguer mes cultures. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les solutions techniques. Et donc, choisir son associé, c'est presque comme choisir son conjoint, quoi. Ah mais complètement. Ah oui, parce que bon, c'est un projet de vie. C'est quand même si le maraîchage c'est moins d'investissement à l'installation que l'élevage, mine de rien, voilà, moi j'avais pas beaucoup d'apport à mettre dans le projet, donc je m'étais mis dans du collectif pour que ça se passe mieux et que ce soit plus simple, et là c'était vraiment complexe. Donc finalement, j'avais repris un petit boulot salarié pour remettre un peu de sous de côté, le temps que tout ça se goupille. En même temps, je m'étais dit c'est un bon test parce que j'avais retrouvé un poste de bureau comme j'avais un peu avant, animation de réseau, écologie, transition écologique, et je m'étais dit finalement, si je me replais là-dedans, ça serait un bon test pour voir si vraiment le maraîchage et ma reconversion, c'est le bon choix. Au bout de 2 mois, je savais que j'avais fait le bon choix. Donc je suis restée 10 mois sur ce poste. Il y a eu le confinement en plus. Et donc là, je me suis retrouvée en appartement derrière mon ordi. J'étais
vraiment, non, c'est plus possible pour moi le travail de bureau. Si tout s'était bien passé dans mon projet collectif, j'aurais dû être installée. Donc ça m'a un peu mis un coup de pied aux fesses en me disant, faut que les choses avancent. Là, c'est plus possible. Et là, on me dit que les choses n'arrivent jamais par hasard. Je reçois un mail de la GAP. Et dans le mail, il y avait l'annonce de David qui recherchait un associé. Je dis, ah ouais, bon, pourquoi pas. Je lui fais un mail, je l'avais déjà croisé sur un marché, puis je connaissais son père par un projet coopératif qu'on a sur Bordeaux. Donc voilà, je me présente, je l'appelle, je lui dis je suis déjà sur un projet d'installation collectif, mais bon, c'est en train de mal se passer, donc j'étudie d'autres pistes. Je suis venue le voir, il m'a fait visiter les jardins et puis il a été ouvert, transparent sur comment il travaillait, sa comptabilité, sa planification. J'ai vu que tu avais dit que ce qui t'avait rassuré, c'était qu'il tenait bien sa comptabilité. Oui. Pourquoi c'était si important pour toi? Parce que en fait, dans les reconversions agricoles et notamment dans le maraîchage, il y a beaucoup d'utopistes qui se disent que ça va être facile, ils veulent se mettre au vert, alors que c'est une vraie entreprise qu'on a, quoi. Et donc moi, je voulais m'associer avec quelqu'un qui avait cette vision pragmatique du métier, réaliste et qui veuille en vivre. Parce que c'est ça aussi, il y a pas mal de gens des fois qui se reconvertissent, qui disent oui, non mais c'est pour mon autonomie alimentaire, et puis non mais moi le RSA ça me suffit. Moi j'étais non, en fait c'est un boulot, je suis ingénieure à Grenoble, je me suis fermée, j'ai un peu d'expérience dans le maraîchage, je veux faire ce boulot pour en vivre. Alors pas des mille et des cents, je sais bien que je ne gagnerai jamais ce que j'avais avant, mais pour autant, je veux en vivre, je veux pouvoir élever une famille. Et donc pour moi, c'était hyper important, oui, que la personne avec qui je m'installe soit carrée et réaliste en fait sur le métier. Puis j'imagine qu'il y a un vrai challenge aussi de participer à nourrir la population et pas juste être en autosuffisance alimentaire. C'est ça. Oui, de participer à l'effort collectif. Là, on nous a sollicité pour réfléchir à comment rendre l'alimentation bio accessible à des publics précaires. Et en gros, ce qu'on nous demandait, c'est de faire un effort sur le prix. On disait, non mais déjà, avec le prix qu'on fixe, c'est le prix juste pour que nous, on sorte un salaire, pouvoir embaucher un SMIC, oui, voilà. Et non, on ne peut pas faire d'efforts, quoi. Et c'est vrai que David, mon associé, a eu les mots justes. Il dit, on a déjà tellement de choses à porter sur les épaules. Ouais. Avec ce métier, on ne peut pas non plus assumer la précarité du monde, quoi. Donc oui, non, il faut... pour tenir, il faut quand même s'installer en ayant l'envie d'en vivre un minimum. C'est quoi le plus difficile pour toi, selon toi, dans le métier? Ma problématique du moment, c'est celle qui me vient en tête, c'est le logement. Alors ça peut paraître... c'est pas le premier truc auquel on pourrait penser, mais... surtout quand on est près de Bazas, on adore Bazas, mais on se dit pas que... Oui, mais alors c'est vrai que du coup, quand tout le monde me dit « Ah, mais à la campagne, c'est pas cher », oui, mais à la campagne, il n'y a que des grosses maisons, des anciennes fermes qui font 200 mètres carrés. Moi, je suis seule avec un SMIC, je peux pas me permettre ni d'acheter, ni de louer ça. J'ai pas envie de faire 30-40 minutes pour aller dans une ville un peu plus proche et avoir un studio. J'ai pas envie de vivre en studio non plus, même si je suis toute la journée dans les champs. Et ça, alors les communes sont hyper contentes qu'il y ait des jeunes maraîchers qui s'installent en bio. En plus, là, on commence à travailler avec les cantines et tout ça. Mais derrière, quand on leur parle logement, voire solution d'habitat léger, il n'y a plus personne, quoi. Donc ça, je trouve ça dur parce que déjà, alors on parle de la reconversion professionnelle, mais il y a aussi la reconversion citadine rurale. Ouais. Ça, c'est aussi une chose, hein. Il y a plein de gens qui ne l'anticipent pas forcément. Dans les difficultés, je pense aussi de la reconversion, c'est de bien se connaître. Parce qu'on peut avoir des supposés, j'ai envie de vivre dans la nature, j'ai envie d'avoir un métier utile. On peut l'idéaliser aussi. D'ailleurs, c'est très d'actualité ce thème, parce que beaucoup de gens sont en train de quitter les villes pour venir dans les campagnes. Mais il faut se rendre compte, c'est difficile aussi de se rendre compte qu'est-ce que ça représente vraiment au quotidien. Ouais, clairement. Et c'est vrai qu'avec du recul, j'aurais presque mis 6 ans à m'installer, parce que le déclic, ça a été avril 2016 avec Demain. Et là, avec David, on va créer notre société agricole en janvier 2022, donc j'aurais presque mis 6 ans. Et justement, c'était du courage ou de l'inconscience maintenant, avec du recul, de se lancer comme ça? Du courage, ça c'est clair qu'il en faut. De l'inconscience, non, parce que
J'ai pas d'enfants, donc j'engageais pas une famille derrière ce projet. J'avais pas de crédit immobilier. Enfin voilà, j'ai pris le temps de faire ma formation, de me faire de l'expérience. Donc non, c'était pas l'inconscience, mais du courage, oui, parce que c'est vrai que le statut de salarié, il a des inconvénients, mais il a aussi beaucoup d'avantages. Qu'on apprécie une fois qu'on a quitté le statut de salarié. Oui. Et alors j'ai beaucoup d'amis qui me soutiennent, qui m'accompagnent. Ma famille, à distance, essaye de me soutenir. Mais ce qui m'a confortée dans mon choix, quand je suis arrivée ici, qu'on a engrangé le projet d'association et comment un peu aménager l'exploitation pour qu'on puisse se tirer de revenus, David avait l'envie d'installer une nouvelle serre. Et donc on commence à regarder, à demander des devis. Et il y avait une serre, pour 2 serres équivalentes, il y en avait une qui était moins chère, mais un peu moins bien, moins pratique et tout ça. Et je dis à David, écoute, si tu veux, on peut lancer un financement participatif et puis comme ça, on se fait plaisir, on a un bel outil de travail et voilà. Ah ouais, ok. Et donc, je me suis occupée de ça. J'ai lancé la campagne en février 2021 et l'objectif, c'était de collecter 5 000 € en 2 mois. Et en fait, j'ai collecté 5 000 € en 5 jours. Parce que tout mon réseau d'anciens élèves, agro, ma famille, mes amis, tout le monde vous a soutenu. Les anciens clients quand je travaillais à Esine chez Aurore et Philippe, les clients actuels qu'on a avec David. Au total, la famille David aussi. Au total, ça a été plus de 180 personnes. Et donc, je suis montée à 13 000 €. Et là, je me suis dit, waouh, je suis bien entourée, bien soutenue. Les gens voient l'importance de ce projet pour moi et ils me font confiance aussi parce que voilà, ça allait de 10 € à 200 €. C'est un montant qu'ils me confiaient pour mon projet. Donc je me dis bon, j'ai fait le bon choix. Les gens me font confiance. Et je vais passer à la rubrique de la question qui pique. En fait, on oppose souvent environnement et agriculture, écologie et agriculture. Tu viens de la Fondation Nicolas Hulot, aujourd'hui tu es agricultrice et j'aurais bien aimé avoir ton avis sur la question. Est-ce que finalement ces deux notions elles sont vraiment opposées ou est-ce que c'est la société, notamment les médias qui ont fabriqué cette opposition? C'est quoi ton regard là-dessus? Franchement c'était hyper intéressant et quand j'ai commencé à dire que j'allais me reconvertir dans le maraîchage, quelqu'un m'a dit, proche de la fondation, enfin quelqu'un de la fondation qui va aller sur le terrain et qui va savoir de quoi il parle. Ok, parce que c'est vrai qu'on a cette mission la fondation a cette mission de plaidoyer, de lobby, et donc notamment sur les questions agricoles, intervient beaucoup sur le glyphosate et tout ça. Donc c'est vrai que quand j'étais à la Fondation Nicolas Hulot, même si je ne travaillais pas sur les questions agricoles, j'étais quand même beaucoup dans cette ambiance de il faut faire ça, il faut arrêter ça, il faut faire comme ça. Moi je ne savais pas toujours, j'ai bossé un peu sur la question des OGM quand même, avant de partir de la Fondation. Pareil, les OGM, faut pas, tout ça. Donc je suis passée de Yaka Faucon à allez, comment on fait quoi. Et typiquement, là où j'ai été ouvrière agricole, ils sont en bio sur 10 hectares. Et la question de l'enherbement en bio, c'est le nerf de la guerre, quoi. Comment tu gères l'herbe si tu ne peux pas utiliser d'herbicides et de Roundup, voilà. Et que c'est dur de trouver de la main-d'œuvre au-delà du fait que ça coûte cher. Plus, en tout cas, moi, j'ai pas très envie d'aller désherber à genoux au sol. Exactement. Donc là, déjà, j'ai vu les difficultés techniques par rapport à la gestion de l'herbe. Alors, il y a toujours moyen de faire, mais c'est d'autres équipements, il faut être formé, Donc là, je me suis dit, oui, c'est pas si simple. Après, en effet, sur tout ce qui est les ravageurs des cultures. En bio, comme je disais tout à l'heure, c'est l'observation anticipée, c'est hyper essentiel parce qu'après, une fois que tu as des maladies ou des ravageurs, tu as encore assez peu de recherche et développement et d'alternatives aux produits chimiques. Donc, soit tu vas ramasser à la main tes larves de doryphore. Donc des fois on le fait, mais c'est toujours en plein été quand il y a beaucoup de boulot et tout ça. Donc je me suis dit quand même, c'est compliqué. Et puis
Après, sur des axes de lobby politique, c'est quelque chose de très macro. L'autre fois, j'ai recroisé un collègue de la Fondation, il dit « Ah oui, je voulais solliciter sur les mesures miroirs ». J'ai dit « Quoi J'en avais jamais entendu parler, tu vois. Et c'est le fait, ils veulent que les produits étrangers, quand ils sont importés en Europe, qu'ils soient soumis aux mêmes normes environnementales que les produits européens. Alors il faut ça, parce que c'est pour préserver aussi nos cultures, les gens qui travaillent bien en Europe et tout ça. Mais moi, ça me paraît maintenant complètement déconnecté. Je suis vraiment plus dans l'approche agir au local, essayer avec mon réseau paysan de mutualiser du matériel pour faire du désherbage mécanique, de s'échanger des semences, des bonnes techniques et tout ça. Et puis alors la question du plastique par exemple. Moi quand j'ai commencé à envisager ma reconversion, à rencontrer pas mal de gens, j'étais faut pas de plastique, faut pas de bâche en plastique, le plastique c'est moche, c'est mauvais, c'est polluant. Et comme ma bonne parisienne, ingénieure de base, j'arrivais dans des fermes, je disais mais alors vous avez du plastique, et puis là tous les godets pour les cultures, tout ça c'est du plastique. Et on me regardait d'un coin de l'œil, mais en fait il y a pas beaucoup d'autres alternatives, quoi. C'est compliqué. Et puis oui, t'as des godets de semis en fibre de coco, mais est-ce que tu vois des cocotiers à côté de chez moi? Enfin, c'est pas non plus complètement cohérent. Certes, c'est pas du pétrole, mais donc je me suis dit c'est pas tout noir et tout blanc. La mise en place d'alternatives, elle est compliquée. En fait, c'est vrai que les médias vont souvent mettre en opposé. Ils vont te parler de l'agriculture conventionnelle, ultra chimique, et après ils vont te parler de la permaculture, quoi. Et donc, les extrêmes, c'est jamais bon, comme en politique, quoi. Il faut trouver le juste milieu. Il faut être pragmatique. Nous, l'été, on va mettre de la toile tissée, c'est la bâche verte là qu'on peut garder 10 ans, qui limite l'enherbement. Et l'hiver, quand la pression d'herbe est moins forte, il fait moins chaud, on met juste du compost de déchets verts qu'on récupère au syndicat des déchets et qui limite la pousse d'herbe. Mais on n'arrive pas à être zéro plastique. Les goûteurs, pour le goutte à goutte, c'est du plastique, mais c'est pareil. Au début, quand tu t'installes, tu n'as pas forcément l'argent pour acheter des choses costauds, et donc tu vas utiliser du jetable parce que c'est moins cher. Mais au fur et à mesure, voilà, tu solidifies ton entreprise, et là, maintenant, on achète des gaines qu'on réutilise tous les ans. Et je voulais revenir sur ce que tu disais sur les médias, la méchante agriculture conventionnelle, la gentille agriculture. C'est aussi que les gens, maintenant, ils ont besoin de comprendre vite les choses. Ils veulent des réponses rapides et que ça soit simple. Et l'agriculture, elle est peut-être un peu victime de ça, non? Parce que c'est quelque chose qui demande du temps et qui est complexe, en plus, à comprendre. Mais c'est sûr que c'est tellement complexe. Et nous, dans notre choix de commercialisation, c'est ça qui est intéressant aussi. On fournit une AMAP à Bègles où les gens prennent un abonnement à l'année et ils viennent récupérer leurs légumes toutes les semaines. Donc, ils nous connaissent. On organise des chantiers au jardin où les gens viennent, ils vont nous aider à faire des récoltes ou des plantations. Et ils réalisent en fait le métier. Et puis, c'est vrai que des fois, ils vont nous faire c'est pas des critiques, mais des petites remarques sur les légumes ou des choses comme ça. Et le fait de venir sur le terrain, de nous voir au quotidien, de nous poser des questions, de nous voir aussi des fois fatigués. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai eu ça comme galère. Et c'est important qu'ils nous voient sur le terrain et au quotidien pour qu'ils comprennent le prix aussi des choses. Parce que nous, on nous dit tout le temps que le bio, c'est cher. Non, mais c'est trop cher. L'un dans l'autre, pour le coup, David qui est hyper carré dans sa compta, dans son calcul de prix, il a des tableurs Excel de partout. Et pour vraiment connaître le coût de la semence, le temps qu'on y passe, pour ce qu'on apporte sur les cultures, pour estimer au plus juste le coût de production, quoi. Et voilà, ils le comprennent avec nous, et c'est pareil sur... Plein de gens veulent s'installer non mécanisés, non motorisés. David, au début, quand il s'est installé, il était « je veux même pas de motoculteur, quoi, je ferai tout à la main ». Et lui, il a récupéré le terrain, c'était une friche, il y avait des ronces, il faisait tout à la main, à la grelinette. Pas possible, donc il a vite acheté un motoculteur quand même. Et puis heureusement quand même qu'il y a eu un peu de progrès mécanique et tout pour que le travail de la terre il soit moins dur quand même. Parce que sinon...
Enfin, je ne sais pas si l'idée c'est de revenir au début du XXe siècle. Non, c'est clair. Franchement, nous, donc on a le motoculteur et on fait qu'un travail superficiel du sol. On ne va pas labourer avec. Et après, c'est pour entretenir les à côté parce qu'on a 2 hectares de terrain. Sur la partie qui n'est pas cultivée, il faut quand même entretenir. Donc c'est pareil, on ne va pas faire ça à la faux, quoi. Mais ça, c'est pareil. Quand j'interviens en formation, je leur dis, mais... Moi, typiquement, étant une femme, le motoculteur, c'est trop physique pour moi. Donc, je préfère avoir un petit tracteur. Ah oui, mais ça pollue. Il faut... c'est pour ça aussi que j'invite les gens à se faire une expérience, l'expérience pour se rendre compte, quoi. On va toujours dans des extrêmes, en fait. On est sûrement allé trop loin dans l'agriculture industrielle. Et puis maintenant, on veut partir dans l'autre extrême. Bon, il existe peut-être un juste milieu, quoi, avec des bonnes pratiques à autre endroit. Et nous, c'est vrai que sur petite surface, on n'est pas concerné. On ne sollicite pas la politique agricole commune. Parce que ça ne représente pas grand-chose. Mais pour autant, j'essaye quand même de suivre ce qui s'y dit. Parce que même si ça ne me concerne pas directement, que j'en bénéficie pas, on parlait tout à l'heure de la cohérence, la confrontation agriculture-environnement. Clairement sur les fonds européens, les politiques européennes, il y a le pacte vert maintenant, beaucoup de choses sur la PAC qui ne sont pas encore complètement cohérentes. J'essaye de suivre encore un peu ce qui s'y fait. J'arrive pas à m'impliquer dans les associations, dans les structures qui militent, mais j'ai confiance à ceux qui le font et pour justement retrouver une cohérence complète sur l'agriculture et l'environnement. Parfait. Je te propose qu'on passe à notre dernière rubrique, c'est la boîte à questions. Waouh. Donc je t'ai amené 3 boîtes. Ouais. Tu vas en choisir une. Ok. Et il y aura un mot dedans. Je t'expliquerai ce que tu auras à nous faire. Oh là là. Sur la boîte. C'est pas le défi. Non, c'est rien de méchant. Pour l'instant, j'y suis allée soft. Bon, je vais au milieu parce qu'on disait qu'il fallait pas être dans les extrêmes. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est ? L'anecdote. Parfait. Et je te laisse nous raconter une anecdote. Quand j'ai quitté la fondation en septembre 2017, j'étais pas persuadée que j'allais m'installer, mais je savais que c'était une étape de ma vie, un changement, un retour à la campagne, voilà. Et je m'étais dit, j'ai envie de le marquer quelque part pour que même si un jour je vais pas au bout de mon installation, ça reste quand même ce passage dans ma vie. Et j'aime bien les tatouages. Et du coup, je me suis dit, je veux me faire tatouer quelque chose en rapport avec le maraîchage et ma reconversion. Et donc, je cherchais un peu ce que je pourrais me faire tatouer. J'aimais les épinards beaucoup, mais je trouvais que c'était pas forcément esthétique. Et puis, tous les maraîchers que j'avais rencontrés me disaient que la tomate, c'était vraiment le légume phare du maraîcher. T'es pas un bon maraîcher si tu ne fais pas de tomates. Donc, je me suis dit, je vais me faire tatouer des tomates. Et du coup, j'ai passé le cap. La tatoueuse que j'ai sollicitée, j'ai dit, j'aimerais me faire tatouer des tomates. Hein ? Mais j'ai jamais fait ça, n'importe quoi. Et donc, j'ai sur le bras je sais pas si des tomates. Tu peux montrer à la caméra. Et pour ceux qui écoutent le podcast, je mettrai des photos sur le compte. Et puis, il y a une petite abeille aussi parce que quand même, mon amour de la biodiversité et mon souhait de vouloir justement lier biodiversité, agriculture, je voulais qu'elle soit là parce qu'on ne peut pas faire magnifique sans les insectes qui pollinisent. Et donc, voilà. C'est un métier que tu as dans la peau maintenant alors. Ah, exactement, ouais. Et puis on ne sait pas, il ne faut jamais dire jamais, je ne serai peut-être pas maraîchère toute ma vie, mais en tout cas ça aurait été une étape tellement importante dans ma vie, dans ma construction, de trouver ma place et d'être bien dans ce métier que je voulais qu'il soit là tout le temps, que j'y pense de temps en temps. Et... Toi quand tu fais des trucs, tu les fais à fond. Tu fais pas semblant. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire où c'est qu'on peut te retrouver, peut-être sur internet, où c'est qu'on peut retrouver tes produits ? Oui, alors donc on fournit une AMAP à Bec près de Bordeaux les mardis soirs. Donc c'est une association où il faut prendre un abonnement. On fait boutique à la ferme les jeudis soirs de 17h à 19h où les gens peuvent commander les légumes avant sur un site de producteur qui s'appelle cagette.net. Et là on est en plein chamboulement parce que du coup moi quand je suis arrivée chez David ça s'appelait les Jardins de la Porte et avec notre association on va s'appeler le GAEC Ferme la Porte. D'accord. Donc là à l'heure actuelle sur Facebook on s'appelle encore les Jardins de la Porte.
le site internet, si vous mettez les jardins de la porte ou ferme la porte, ça renvoie vers notre site internet et il y a les liens pour commander. Super, et on ira voir tout ça. Merci beaucoup Emeline pour ton accueil. Avec plaisir. Et voilà, c'en est fini pour cet épisode de la série Les cafés fermiers d'AgriWeb TV. Si vous voulez en savoir plus sur notre agriculteur ou notre agricultrice du jour, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'AgriWeb TV, agriweb.tv. Nous avons enregistré une vidéo de 5 minutes en même temps que le podcast. Vous pourrez donc mettre un visage sur une voix, mais aussi voir les images de l'exploitation. Et puis surtout, vous pourrez découvrir plein d'agriculteurs d'exception en Nouvelle-Aquitaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle pause café chez les agriculteurs.